Donc, bienvenue à tous. Excusez-nous pour ce petit retard que nous rattraperons. Donc, je voulais souhaiter la bienvenue aux intervenants participants lors de ces jeudis Occitanie qui sont consacrés aux soins de support en Occitanie. Nous allons aborder aujourd'hui la thématique de l'oncosexualité. Donc, c'est la 8e session des jeudis Occitanie qui ont démarré l'année dernière. Donc, nous sommes en webinaire pour 1 heure de 13h08 du coup à 14h. Et je vous souhaite une excellente session et je laisse la parole du coup à Madame Ménard. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous, je suis effectivement Josiane Ménard, je suis l'infirmière sexologue de l'Institut universitaire du cancer de Toulouse depuis 2014. Donc je vais aborder la prise en charge oncosexologique des patientes qui sont touchées par un cancer du sein, qui fait une grosse partie de ma patientèle là aujourd'hui. Une introduction quand même à l'oncosexologie, à l'oncosexualité, et qui est également vrai pour Claire Lemanski et le professeur Huy qui prennent en charge ces patients. C'est-à-dire que l'oncosexualité est peu abordée dans les parcours de patients, mais pourtant c'est un droit à l'information, c'est un devoir d'information que tout le monde médical et paramédical doit avoir, mais par manque d'information ou d'enseignement sur ce sujet, ça reste quand même une difficulté. Pourquoi ? Parce que c'est une réalité humaine et complexe et qui est universelle et multidimensionnelle et qui va dans plusieurs dimensions et non pas uniquement dans la dimension biologique de la génitalité et de la reproduction, mais elle rejoint les aspects affectifs, psychologiques, culturels et moraux des personnes. Et en ce qui concerne le traitement, le cancer du sein, elle est étroitement reliée à l'identité, à l'estime de soi et à l'image corporelle que l'on va développer un petit peu plus loin. Je vous rappelle que, fort de la loi Kouchner de 2002, nous devons apporter des informations concernant les effets secondaires des traitements et de la maladie à tous les patients lors de l'annonce du diagnostic et de la thérapeutique à venir. Alors, c'est un critère, la sexualité, c'est un critère pertinent de qualité de vie et de bien-être, et pourtant, dans les croyances, ça reste antinomique, parce que la sexualité, lorsque l'on n'a pas de formation à cela, elle fait appel à la trivialité ou la déviance sexuelle. En fait, la prise en charge oncosexologique est beaucoup plus globale. Il faut prendre la personne, le patient et la patiente dans son histoire, dans son référentiel de vie, et non pas définir la problématique comme un symptôme ou une pathologie. Donc, ça prend effectivement beaucoup de temps, d'où la difficulté de pouvoir l'inclure ou l'inscrire dans une consultation normale. Alors, par rapport au cancer du sein, c'est qu'il y a quand même plusieurs symboliques du sein. Le sein, représentation sensuelle de la femme, ce sein maternel, ce sein nourricier, source de vie et qui devient menace de vie lorsqu'il y a un cancer, ce sein fantasmé, fantasmatique, érogène également, ce sein fantasmatique que l'on aimerait avoir et que l'on n'a jamais eu, ce sein bien sûr érogène qui rentre en jeu dans l'excitation sexuelle, c'est dans la première phase de la réponse sexuelle, et qui représente également la sensualité de la femme. Alors, je prends souvent cet exemple de la Marianne que l'on montre souvent avec ses seins et non pas avec ses fesses. Voilà. Ce qui se passe également, c'est que, fort des études et des enquêtes, seulement 30% des couples ont pu évoquer la sexualité auprès de professionnels de santé durant leur suivi médical pour un cancer du sein. Or, on sait que l'autre, le partenaire qui devient l'aidant, et on parle beaucoup du rôle de l'aidant et de l'importance de l'aidant, a besoin d'informations. C'est vrai que nous avons été très perturbés les années précédentes du fait de la Covid avec la limitation au niveau des consultations, mais l'information doit être donnée et apportée au partenaire ou à la partenaire de la même façon qu'à la patiente, pour pouvoir apporter, pour qu'il puisse s'inscrire dans ce rôle d'aidant et avoir un rôle adapté aux problématiques rencontrées. Ensuite, il y a une insuffisance de prise en charge pour la plupart des femmes, 50% des femmes, au niveau de leur syndrome climatérique, qu'on va voir un petit peu plus loin, et qui n'a pas été traité après un cancer du sein.
Alors, les enquêtes Vican 2 et Vican 5 que vous connaissez de l'Institut Curie, elles sont assez anciennes, mais elles sont encore très d'actualité et c'est ce à quoi nous sommes confrontés pendant les consultations, à savoir que 24% des patients traités pour un cancer du sein estiment que leur vie sexuelle n'est pas vraiment satisfaisante après cancer, que 20% qu'elle n'est pas du tout satisfaisante et qu'il y a un impact sur le couple parce que 20% évoquent le sentiment de distanciation dans le couple à la suite de ces traitements. On le retrouve également au niveau de la réponse sexuelle que l'on va voir après ultérieurement, où 26% des patientes se sentent moins attirantes et on sait que dans la sexualité de la femme, c'est un pan important de se sentir désirée, désirable. Pour 41% d'entre elles, elles se sentent affectées dans leur vie sexuelle par le cancer et les traitements, et on va voir pourquoi. 50%, le désir a diminué et disparu. Cette libido qui peut être exprimée et qui cache beaucoup de choses et surtout à entendre au moment des consultations pour pouvoir les orienter en conséquence. 50% de la fréquence des rapports sexuels a diminué et également le plaisir, la phase de plaisir, la phase orgasmique est impactée, soit par non-autorisation au corps investi sur un plan érotique, mais également du fait de dysparunie superficielle ou profonde liée à un manque de lubrification, une sécheresse vulvo-vaginale. Et ensuite, 50% n'ont ressenti aucune modification émotionnelle dans leur couple, ce qui est intéressant. Qu'en est-il de la relation du couple et du cancer? Alors, je vous ai dit que le rôle du partenaire ou de la partenaire est important parce que on limite de plus en plus le temps des hospitalisations, le temps des consultations, avec une autonomie des patientes pour comprendre les effets secondaires, avoir des conduites à tenir adaptées, mais le partenaire est impacté également et le manque d'informations peut faire qu'il y a des attitudes et des rôles modifiés qui peuvent mettre le couple en difficulté. Alors, souvent dans les croyances, on retient des partenaires qui ont laissé, qui se sont séparés des couples. En fait, ce que l'on peut voir, c'est que 6% seulement des couples s'éloignent, 1% des couples s'éloignent du fait des deux partenaires et 6% des couples s'éloignent d'un seul des deux partenaires. Alors, la plupart du temps vient du fait qu'il pouvait y avoir un conflit conjugal dans le couple qui n'était pas traité auparavant, avant le diagnostic, et qui devient majeur parce que difficulté de communication dans le couple pendant la prise en charge thérapeutique ou dans l'après-cancer. Il y a également, lorsque l'on est touché par une pathologie cancéreuse, une relecture de vie et avec des objectifs et des projections de vie qui peuvent être modifiés. Alors, qu'en est-il d'autres facteurs prédictifs par rapport à ces problématiques? Alors, je vous ai parlé du sentiment du pan essentiel de se sentir désiré, désirable. Donc, c'est cette perte d'attractivité sexuelle, du fait de la modification de l'image corporelle et du schéma corporel que l'on va voir également, qui est en lien avec une chirurgie, même s'il y a une reconstruction par mastectomie. Ça n'empêche pas, c'est une reconstruction qui peut être proposée de façon immédiate ou retardée à 1 an dans les pathologies et dans les prises en charge néo-adjuvantes, mais qui n'empêche pas le deuil à faire justement de ce sein. L'acte chirurgical de reconstruction n'est que réparateur sur le moment. La chimiothérapie, elle va avoir son impact par des effets secondaires un petit peu plus marqués du fait de la pilosité qui est perdue, donc la perte des cheveux, l'alopécie, qui va modifier encore l'image corporelle. Alors, quand on parle d'alopécie, c'est également les sourcils et les cils qui vont donner un faciès que l'on ne peut pas cacher et qui va montrer aux autres qu'effectivement, on est touché par ce type de pathologie et de traitement. Également la radiothérapie, mais également l'hormonothérapie dont on parle moins, et c'est important dans l'impact du couple parce que la patiente se retrouve seule à gérer et à maintenir cette observance de traitement anti-hormonothérapique, mais qui n'est pas dénuée d'effets secondaires, qu'elle soit ménopausée ou pas ménopausée. Il va y avoir un impact sur le sentiment de vieillir, de sécheresse cutanée, de sécheresse des muqueuses également, de douleurs ostéomusculaires et articulaires, le sentiment de vieillir plus vite, est souvent peu entendu et peu écouté par son entourage qui pense que le traitement
hyper médicalisé de la chimiothérapie, de la chirurgie, oui, il y a un impact sur la personne, et beaucoup moins au niveau lorsqu'il s'agit de traitement anti-hormonal, et qui pourtant se fait sur au minimum 5 ans. Alors, il est important de questionner sur le problème de sécheresse vaginale, parce qu'il peut être responsable de dyspareunie superficielle et profonde, mais probablement que Claire va en parler un petit peu plus loin. L'existence de problèmes sexuels avant la maladie, il faudrait faire cas des bagages sexuels des personnes. Tout le monde n'a pas, il n'y a pas de normalité dans la sexualité, mais il peut y avoir des problématiques sexuelles auparavant dans le couple ou individuellement, avec des histoires de vie ou un développement psychosexuel perturbés par des accidents de vie, je vais appeler ça comme ça, et qui font qu'ils peuvent émerger au moment de ce cancer et des traitements, parce que c'est quelque chose d'assez intrusif sur le corps. Ensuite, comme je vous le disais, le partenaire a un impact important justement sur les initiatives sexuelles et la compréhension des problématiques qui encourent. Alors, je vous renvoie à l'AFSOS, au référentiel AFSOS sur le cancer et santé sexuelle, où là, vous voyez le schéma de Master et Johnson avec les différentes phases sexuelles. Alors, on a parlé de la première qui est l'excitation sexuelle, qui, lorsqu'il va y avoir une baisse hormonale, fait que ce seuil d'excitation va être augmenté. Donc, ça suppose être expliqué aux patientes pendant leur prise en charge. Donc, il y a l'impact également psychogène du fait d'avoir un cancer, d'avoir cette sensorialité perturbée qui fait que l'on ne va pas pouvoir aller vers une sensualité, c'est-à-dire être en capacité de dire ce corps que je vois modifié, que je sens modifié, peut avoir du plaisir pour pouvoir aller vers une sexualité. Encore faut-il que celle-ci, au niveau de la phase orgasmique que vous voyez en troisième position, puisse être dénuée de dysorgasmie, c'est-à-dire de ces douleurs, de ces dyspareunies superficielles et profondes. Je vous invite vraiment à aller consulter ces référentiels. Alors, lorsqu'on parle de cancer du sein, on parle du trouble de la féminité. Mais qu'est-ce que c'est que la féminité? Outre la féminité dont beaucoup de femmes parlent en consultation, on a l'impression que la féminité, ce n'est que le paraître. En fait, la féminité, elle se vit de l'intérieur. La féminité au niveau des seins se voit par l'autre ou se contacte par l'autre. Comment dire? Lorsque vous prenez quelqu'un dans les bras, vous le sentez par les seins. Lorsque vous prenez un enfant, vous le prenez par le sein. C'est en cela où le rapport au corps, le rapport charnel est modifié et en lien avec sa féminité, qui est en lien également avec son identité féminine, qui est une construction personnelle singulière de vie et qui nous amène vers une identité sexuée. Et ça, c'est une permanence de soi qui va être perturbée justement par cette intrusion thérapeutique, chirurgicale surtout, qui va faire que le schéma corporel va être modifié, l'image de soi, c'est-à-dire le schéma corporel que l'on a, l'image psychique que l'on a chacun, qui est singulière également, qui nous est propre, va être modifiée et pour lesquels il va falloir faire un travail de reconstruction, de réhabilitation et de réinvestissement libidinal. Alors, la sexualité, bien sûr, elle arrive après ce cheminement sensoriel modifié, sensuel modifié vers une sexualité. Et je vous disais que la sexualité de la femme, c'est à la fois organique et fonctionnelle, bien sûr, et qui amène vers la reproduction si possible, et également psychologique. C'est une affaire psychologique où ce côté narcissique est important dans le paraître, dans cette capacité à se sentir équilibré dans son identité de femme, pour pouvoir aller vers ce côté exhibitionniste et le partage avec l'autre au niveau de sa sexualité. Mais encore, alors il y a la confrontation avec ce sentiment de vulnérabilité. Oui, la prise de conscience que l'on est mortel. J'entends une patiente encore qui m'a dit il y a très peu de temps, moi maintenant j'avais très peur de vieillir jusque-là, et c'est pour ça que je fais le lien avec la dimension du paraître de tout à l'heure, c'est que maintenant j'ai envie de vieillir, et peu importe comment je vais vieillir, mais je veux vieillir. Avec ce sentiment d'extrême fragilité, fragilité avec d'aliénation à ce traitement. On ne s'appartient plus, hein, on se sent habité par quelque chose où on sent que ces traitements sont intrusifs et que l'on ne s'appartient pas. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est qu'à partir du moment où le corps est altéré par une maladie, est touché par une maladie, ou que les traitements sont suffisamment intrusifs pour modifier ce schéma corporel,
il y a un désinvestissement érotique et surtout un désinvestissement et une perte de confiance au corps. Et on voit souvent cette dissociation entre la tête qui doit contrôler parce qu'on ne peut pas faire confiance à ce corps qui a été malade, je n'ai pas été capable de voir, ou peut-être qu'il y a eu un retard de diagnostic, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, il y a moins de lâcher prise par rapport au corps, il y a de ce désinvestissement corporel. Et l'oncosexologie va justement s'attacher à refaire cette cohésion entre l'être unidimensionnel que nous sommes, c'est-à-dire une tête avec un corps. Et si j'ai du plaisir avec le corps, c'est ma tête qui perçoit ce plaisir. Voilà. Donc on s'attache toujours à remettre la personne dans cette capacité de changement et d'adaptation pour pouvoir apprécier et revenir dans une qualité de vie. Après, il y a des éléments extérieurs qui donnent le sentiment d'être différent des autres. Alors, le regard des autres, on va aller chercher dans le regard des autres le miroir, justement, de la différence, et entretenir cette idée que l'on peut être en marge de la société, cela d'autant que nous sommes dans une société hyper sexualisée, hyper modélisée, hyper formatée sur une représentation de la femme dans laquelle on ne se reconnaît pas. Alors, c'est difficile, il est difficile pour elle de pouvoir s'exprimer. Alors, bien sûr, il y a des écrits, il y a des associations, mais on peut se sentir en marge de tout ça, de sortir de ce sentiment de normalité, si on peut parler comme ça. Et la difficulté, ça va être justement de se raccrocher à quelque chose, à ses propres vérités, à cette relecture de vie, ses objectifs, sa projection de vie. Ensuite, il peut y avoir des exutoires avec des troubles de l'humeur, des comportements qui peuvent être inadaptés, des comportements alimentaires, un aspect boulimique pour essayer de se retrouver et de retrouver un plaisir quelque part et un sentiment d'être là, d'être participatif et d'être en vie. Alors, la communication avec l'autre peut changer également et il va être important de le dire dès le départ dans la prise en charge de façon à pouvoir les accompagner progressivement dans ce parcours-là. Et ce pourquoi, quand est-ce que l'on doit aborder l'oncosexualité, ces problématiques-là. Alors, on ne va pas tout annoncer, mais on peut juste dire qu'il peut y avoir des perturbations dans l'intimité de la personne, dans l'intimité du couple, dans la vie sexuelle du couple, sans forcément donner des détails, parce que lorsqu'il y a une annonce de traitement, bien sûr, il y a une sidération au niveau de la patiente, et j'entends des patientes qui me disent « mais la sexualité, ça n'a pas d'importance ». Bien sûr que ça n'a pas d'importance, mais elle en aura peut-être une demain, elle en aura peut-être une après votre traitement. Et donc, l'après-cancer va avoir, la consultation après-cancer a son importance parce que dans la mesure où on peut légitimer, faire des liens entre ce que l'on vit et ce qui a été dit, ça permet déjà de pouvoir s'adapter et se réadapter et ne pas revenir sur ces premiers critères d'avant où les patientes ont vraiment besoin de se référer. Alors, parler de vie sexuelle, c'est quoi? C'est donner la possibilité aux patientes d'identifier l'atteinte corporelle, de mettre des mots là-dessus, hein, de parler, on entend parler de mutilation, de corps en chantier, de corps démoli, de difficultés à l'image, de perte de libido, de pouvoir aller chercher et les faire exprimer leurs émotions ressenties face à la modification corporelle, mais également les faire parler de leur couple, de leur projection de vie, parce qu'il n'y a pas forcément que des couples aussi. Il y a des patientes qui sont également métastatiques, donc la problématique, elle est tout autre, mais ce n'est pas le sujet du jour également pour le partenaire, parce qu'il peut y avoir un effondrement au niveau de l'aidance. On est là pour les aider à leur permettre de se réapproprier le corps modifié, de les accompagner dans le deuil du sein qui est à faire et de les réhabiliter à leur vie, mais à une qualité de vie, mais c'est leur vie. Hein. Je reviens toujours dans leur référentiel de vie et ça c'est important de revenir dans cet ancrage dans leur réalité de vie de façon à ce qu'elles construisent de nouveaux repères par rapport aux repères qu'elles avaient avant, de garder leur propre identité et de leur permettre d'accéder à une reconstruction si elle est proposée ultérieurement. Voilà. Je ne sais pas, je n'ai pas trop regardé le temps que j'avais.
je pense que je vois Claire qui est prête, docteur Lemanski, donc qui doit parler de la sexualité gynécologique. Je vous laisse la parole. Je vais essayer peut-être de ne pas reprendre ce qu'a dit Josiane et qui était un peu dans le même esprit sur les généralités de la prise en charge sexuelle, de la santé sexuelle aujourd'hui en cancérologie. Très clairement, c'est une question qui est d'actualité, pour lesquelles aujourd'hui on a une obligation de mettre en place une préservation pour tous les patients. C'est des recommandations qui ont été réitérées très récemment par l'Institut national du cancer, et donc on est totalement dans l'actualité, avec néanmoins, quand on regarde de plus près le cahier des charges de la stratégie décennale pour les 10 prochaines années, l'évocation de la santé sexuelle quand même de manière, somme toute, toujours assez modeste, avec toutes les difficultés qu'on a à la mettre en place partout. Et selon les cancers, une altération de la santé sexuelle dans la moitié, voire 100% selon la localisation. Et cette santé sexuelle est altérée par tous les traitements, hein, déjà les traitements généraux, antidépresseurs, etc., mais avec tous nos traitements spécifiques. Et en cancérologie pelvienne, on est sans doute particulièrement morbide, que l'on soit chirurgien, radiothérapeute ou même chimiothérapeute. On sait que prendre en charge la santé sexuelle chez ces patients permettrait d'améliorer les troubles, ou du moins la souffrance, à défaut de pouvoir améliorer des fois les symptômes physiques dans les 3/4 des cas. Et je pense que c'est aujourd'hui un questionnement qu'on doit avoir pour chacun et chacune d'entre elles. Ce que je voulais dire sur les cancers pelviens, qu'ils soient gynécologiques ou digestifs, c'est qu'on avait une iatrogénie qui était assez importante, avec une toxicité très brutale et très forte, et qui va se chroniciser sous forme de séquelles, quel que soit un petit peu le cancer. Alors, sans faire de catalogue, je voulais quand même refaire un petit peu l'état des lieux, même si je ne vais pas revenir en arrière sur les autres diapos. Ce sont des cancers pour lesquels on va quasiment avoir toujours une indication chirurgicale, hormis dans certains petits cancers radiosensibles, comme le cancer de l'anus et du col quand ils sont tout petits. Il y aura donc souvent une chirurgie avec la morbidité chirurgicale qu'on doit évoquer, comme le disait Josiane, cette toxicité à tous les stades du traitement, mais avant peut-être de mettre en place un geste avec une toxicité irréversible, que ce soit sur le rectum ou sur le col, on sait aujourd'hui qu'on se doit ça paraît éthiquement normal, hein, de l'évoquer auprès des patients et des patientes, mais plus qu'éthiquement, c'est aussi légalement obligatoire. Et le fait de ne pas avoir évoqué la toxicité sexuelle, hein, de certains traitements, aujourd'hui peut être poursuivi, même si ce n'est pas le but d'entraîner les patients là-dedans, et ça s'appelle le préjudice sexuel. Donc, c'est valable pour tous les cancers gynécologiques, digestifs, comme pour tous les autres. Concernant la radiothérapie, une grande partie, en tout cas, des tumeurs pelviennes auront une indication de radiothérapie avec des bénéfices variables. On a des cancers qui sont très radiosensibles, comme les épidermoïdes, c'est le cancer du col et le cancer de l'anus. D'autres qui le sont moins, ce sont les adénocarcinomes, c'est le corps de l'utérus, le rectum, la prostate. On parlera Eric après. Et dans ces cas-là, on va avoir les rayons et la chirurgie associée, chacun avec son bénéfice et chacun avec ses séquelles. Alors, la radiothérapie, les malades, souvent, c'est aussi un traitement qui est beaucoup fantasmé, mais qui néanmoins est parfois réellement lourdement morbide. Alors, bien sûr, il y a le petit tatouage qui, pour des fois certaines, surtout sur le pelvis où il est tout petit, va être vécu de manière assez difficile, et ça, il n'y a pas de règle pour ça. On va avoir une toxicité aiguë qui est souvent très, très vive, dont se souviendront longuement les patients et les patientes, mais surtout, ce qu'il faut vraiment évaluer dans notre radiothérapie, c'est la toxicité tardive, chronique, ce qu'on appelle finalement les séquelles qui vont rester et qui vont impacter de manière durable la vie et la sexualité des patientes. Alors, la radiothérapie a quand même beaucoup progressé pour tous ces cancers pelviens. Et aujourd'hui, vous entendez parler d'IMRT, qui n'est pas plus efficace, mais qui permet de réduire l'irradiation des organes sains et donc permettre de réduire surtout toutes les toxicités. Alors c'est vrai, c'est démontré, on a moins de toxicité digestive, de diarrhée, de cystite et de choses comme ça. Néanmoins, pour certains cancers quand même, on n'a jamais pu démontrer de réels bénéfices en termes de toxicité sexuelle. Et je pense au cancer du col, je pense au cancer de l'anus. Et finalement, certes, on s'améliore, mais sur le plan de la santé sexuelle, le bénéfice, il est beaucoup moins évident que sur le reste.
Juste pour faire vite fait un peu l'état des lieux des principaux cancers, il est clair que tout ce qui est gynécologique, on a déjà la représentation de la féminité qui va être menacée par l'annonce. L'utérus, c'est le symbole de la femme par excellence, de la maternité. Les ovaires, c'est les hormones. Le vagin, la vulve, c'est des organes très liés à la sexualité. Et globalement, quand ces patientes sont atteintes d'un de ces cancers, elles vont se penser, après traitement, souvent moins féminines quand on en croit les études qui sont publiées. Néanmoins, il y a aussi beaucoup de fausses croyances. Par exemple, le fait d'enlever l'utérus et de raccourcir un petit peu le vagin, ça ne gêne pas nécessairement l'acte sexuel. Ça ne va pas gêner obligatoirement le plateau et tout ça. Certaines femmes, quand ont l'impression qu'au fond du vagin, il y a un trou qu'on a coupé, qu'il y a une béance. C'est une idée qu'on retrouve quand même assez souvent. Et toutes ces fausses croyances, il va falloir les questionner ou alors faire un peu d'éducation thérapeutique pour savoir leur expliquer ce qui a été fait pour qu'il n'y ait pas de peur injustifiée, de fantasmagorie. Et quand on traite la plupart des cancers gynécologiques, on va, hormis le vagin, la vulve, où on enlève des fois le clitoris, l'orgasme va être possible parce que c'est des zones qui sont protégées, qui ne sont pas concernées par nos traitements. Voilà. La vulvectomie, ça reste un traitement assez rare. C'est comme les cancers de la vulve touchent les femmes souvent plus âgées. Elles vont être lourdement morbides sur le plan de la sexualité et altérer l'image corporelle, l'image sexuelle. Les femmes souvent auront vraiment très peur de reprendre des relations, de perdre leur compagnon. Et comme ça touche des femmes plus âgées, souvent la santé sexuelle n'est absolument pas questionnée sur le principe qu'elles sont âgées. Cancer digestif pelvien, c'est principalement le rectum et pour le coup, ça touche les hommes comme les femmes et on va avoir de la chirurgie des rayons et aussi de la chimiothérapie. La santé sexuelle après cancer du rectum, c'est trop peu évoqué. On va évoquer souvent, on le verra là, éventuellement les troubles érectiles et souvent ça se limitera à ça, alors que la prise en charge de ces cancers va impacter sur beaucoup de choses. Les patients n'arrivent pas à vider leur rectum, donc il y a des fragmentations des selles. Des fois, la continence est altérée et se souiller pendant une relation sexuelle, c'est humiliant et ça altère profondément l'estime de soi. Le rectum va empêcher la bascule de l'utérus, va gêner certains accès au plaisir chez les femmes. On peut irradier les ovaires si on ne les a pas transposés, induire une ménopause précoce, perdre la souplesse vaginale si le vagin a été irradié. Et tout ça, toutes ces petites choses impactent lourdement sur la réponse sexuelle. Néanmoins, là encore, comme le col, il faut dire aux patients que l'orgasme va rester possible, qu'il va être ni diminué ni absent. Petit écart du côté du cancer anal, qui est un petit peu ma pathologie un peu phare, juste pour vous dire quand même que c'est un cancer qui est très méconnu, souvent fantasmé, qu'on rapproche dans les cancers vraiment à une sphère très particulière, en gros d'homo, avec une pratique de la sodomie. C'est un cancer qui est quand même très fréquent, puisqu'aujourd'hui on a presque un tiers des cancers du col qui est en franche augmentation, avec un âge qui diminue et qui ne concerne pas que les homos multipartenaires, puisqu'il touche dans 70% des femmes hétérosexuelles et en couple. Donc, il faut savoir le prendre en charge comme un cancer du col, aborder la question de la sexualité, d'autant qu'il est lié à l'HPV, avec souvent beaucoup de questionnements sur l'origine et sur la culpabilité. J'en terminerai là pour le catalogue et je vais vous faire un petit peu essayer de voir comment nos traitements aussi, comme les fait Josiane, impactent sur la réponse sexuelle et font que la sexualité va être lourdement impactée pour ces patients et ces patientes. Alors, l'excitation dans la réponse sexuelle, selon le modèle de Masters and Johnson, elle peut être altérée pour tous ces cancers. Alors, chez l'homme, l'érection peut être diminuée, modifiée, plus difficile. Il faut toujours questionner comment elle était avant, bien sûr. Chez la femme, la lubrification vaginale, elle est souvent vraiment profondément diminuée dès lors qu'il y a eu de la radiothérapie externe. Donc, tout ce qui est excitation, il faut le questionner. Mais après, quand on a une excitation, ce n'est pas pour autant que le plateau, la poursuite du rapport sexuel va être facile, en particulier chez la femme, où on va perdre la ballonisation du vagin, etc., ce qui va compliquer encore la relation. Quant à l'orgasme, c'est peut-être lui qui est le moins altéré, mais il faut savoir prévenir les hommes, par exemple, que dans la phase d'émission et d'expulsion, souvent, on va avoir, si on a irradié les vésicules séminales,
un orgasme sans éjaculation, ce qui peut quand même souvent les perturber parce que souvent ils n'en ont pas été avertis, alors que ça paraît quand même la moindre des choses et c'est assez simple. Plus peut-être encore souvent que toutes ces phases de la réponse sexuelle, c'est-à-dire ce qui va se passer pour peu qu'un couple entre dans une relation sexuelle, l'effet le plus impacté dans la sexualité, ça reste chez ces patientes souvent le désir, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de troubles sexuels parce qu'il y aura parfois plus du tout de rapports sexuels et le désir, il est impacté à de multiples façons. Les patients sont pendant le traitement fatigués, voire douloureux, anxieux de leur cancer, des fois déprimés a posteriori. Leur image corporelle, elle peut être profondément altérée par les séquelles, en particulier de la radiothérapie. Pour peu qu'il y ait une poche de colostomie, c'est quand même un élément clé dans la façon de se présenter à l'autre, d'avoir cette poche devant. Et l'estime de soi, elle peut être aussi altérée avec des troubles de la continence urinaire, fécale pendant les rapports. C'est profondément humiliant pour les patients. Les cancers HPV, on questionne aussi quand les patients le savent, le fait que c'est un cancer contagieux. Est-ce que je vais avoir des rapports alors que je suis porteur d'un virus qui m'a donné ça et si je le transmets, si c'est mon conjoint qui me l'avait transmis, tout ça, ça peut altérer la confiance en soi et en l'autre. Et puis quand la relation sexuelle a été un échec la fois précédente, parce que l'érection n'a pas marché, parce que ça a fait mal avec des dyspareunies chez la femme, on va rentrer dans le cercle des anticipations négatives qui font que finalement le désir va doucement disparaître. Et il faut savoir les questionner là-dessus et souvent c'est le désir qu'on retrouve le plus souvent impacté chez les hommes et chez les femmes. Et en effet, on peut le comprendre quand on a ça et qu'on laisse les patients ainsi sans plan B pour essayer d'améliorer cette image corporelle, on les laisse dans une situation de détresse qui est souvent assez grande. Alors, juste pour le désir, enfin, le côté sexuellement transmissible de certains cancers pelviens, je pense au col et au canal anal, il a été quand même analysé dans pas mal d'études sur ces sentiments de culpabilité, de contagion, de MST, enfin d'IST on dit aujourd'hui. C'est pas toujours si évident. Il y a les malades qui savent, qui ont été voir sur Internet ou qui ont la connaissance, et puis d'autres malades qui ne savent pas ou qui n'ont pas envie de savoir. D'ailleurs, il y a eu une communication il y a 2 mois par l'HAS qui disait qu'on était très, très, très en dessous de nos objectifs de vaccination. Et globalement, l'HPV en France, ça a du mal à être intégré par nos patients, donc qui restent à risque et qui sont très, très, très peu informés. Sachant qu'il n'y a pas de traitement efficace sur l'HPV, quand on leur dit en plus qu'ils sont porteurs d'un virus qui a peut-être donné le cancer, on est nous-mêmes anxiogènes parce qu'on leur dit qu'ils ont ça, mais qu'on ne peut rien y faire. Et ce n'est pas évident d'après de les accompagner. Et là, on voit des couples revenir où le conjoint ou la conjointe qui n'était pas là, parce qu'il pose la question de savoir si lui aussi, il pourrait avoir un cancer ou il pourrait être porteur, etc. Et des fois, cet élément-là fragilise le couple. Néanmoins, dans une étude que j'ai faite dans le cadre d'un mémoire très, très récemment, on avait questionné cette connaissance de l'HPV et on s'est rendu compte que finalement, la plupart des patients n'étaient pas, alors mes diapos ne passent plus, n'étaient pas très, très au courant du caractère sexuellement transmissible. Alors, je vais, hop, bon. Alors, décidément, je suis, voilà. Donc, quand on leur posait avant le diagnostic, est-ce qu'ils étaient au courant que c'était lié à la biopsie, ils ne savaient pas. Quand on leur en avait parlé, qu'on reposait la question 6 mois plus tard, une grande partie n'avait pas entendu ou pas voulu entendre. Donc, finalement, dans ces cas-là, peut-être ça impacte moins. L'excitation, alors quand même, il faut savoir que quand même, l'excitation chez l'homme, c'est quand même l'érection, elle est souvent questionnée par le patient lui-même qui voit, parce que les organes génitaux sont quand même externes et facilement visibles chez les hommes, et qui, s'il n'a pas de rapport, pas de compagne, etc., ce sera quand même souvent questionné, quitte à se masturber pour savoir si ça marche toujours. De plus, les soignants vont souvent questionner les troubles de l'érection chez l'homme, surtout s'il est jeune, surtout si on leur donne ou pas des échelles. Et quand on reprend l'étude Vican 2 qui avait étudié la vie après cancer et la sexualité 2 ans plus tard, on se rendait compte que les hommes avaient été questionnés par les soignants dans près de 20% des cas, alors que les femmes, sur leur sexualité, dans moins de 4%. Donc, quand on questionne les troubles sexuels, souvent dans un cancer pelvien, jusqu'aujourd'hui, ça se limitait plutôt au questionnement de l'érection chez l'homme.
Chez les femmes, on ne pose pas souvent cette question si elles sont excitées, si elles ont une lubrification vaginale. Et la sexualité, on est quand même d'autant plus menacé. Et dans l'étude qu'on faisait sur le canal anal, où on reposait la question aux femmes 3 ou 4 mois après la fin du traitement, de manière assez franche par rapport aux hommes qui avaient tous une réponse, oui c'est altéré, non c'est pareil, oui c'est bien, non c'est pas bien, la totalité des femmes de l'étude n'avaient aucune idée de leur niveau d'excitation parce qu'elles n'avaient pas du tout réessayé d'avoir des rapports. Il y avait une anticipation douloureuse, elles n'utilisaient pas les dilatateurs vaginaux qu'on leur proposait et quelque part, aujourd'hui, on me questionnait sur il faut aller creuser de ce côté-là parce que des fois, c'est refus de retour à une sexualité. Des fois, c'est un deuil très précoce, voulu ou non, mais en tout cas, il faut questionner cette phase-là. Et je pense que c'est à nous d'oser le demander parce que très clairement, les femmes n'iront pas le demander. L'orgasme, alors, la dernière phase de cette relation sexuelle, chez les hommes, les échelles classiques, un minimaliste ne le questionne pas beaucoup. Il faut quand même, les hommes des fois posent la question de savoir si c'est normal qu'ils aient plus en gros d'éjaculation. Et en tout cas, il faut leur poser la question s'ils ne le font pas. Chez les femmes, l'orgasme peut être recueilli dans plein d'échelles, mais ils peuvent aussi être questionner, savoir si elles ont un orgasme avec leur compagnon, si elles pratiquent la masturbation, ça ne se fait pas comme ça et peut-être que là, pour le coup, c'est des questions qu'on va poser dans une consultation dédiée et pas comme ça. Et du coup, comment on essaie de prendre en charge cette santé sexuelle dans les cancers pelviens? Qui doit le faire, quand et comment? Qui, c'est très simple, c'est comme dans tous les autres cancers, c'est tout le monde. Tout professionnel de santé doit, aujourd'hui même, évoquer la question de la santé sexuelle. Ça peut être très simplement, mais ça doit être un questionnement. Et tous les gens qui gravitent aussi autour du patient dans son parcours de soins, je pense beaucoup aux assistantes médicales ou des fois aux kinés qui arrivent à des moments privilégiés, peuvent l'évoquer et si elles peuvent, et elles se doivent. Le PPS, à toutes les phases du traitement, on doit l'évoquer, c'est ce qu'a déjà dit Josiane. Il y a peut-être des fois des moments privilégiés. L'annonce, ça doit être fait quand surtout on va être très morbide. Je pense qu'on n'a pas le droit d'en faire l'impasse. Pendant le traitement, des fois, c'est la période la plus compliquée. Les gens sont réellement fatigués, ils ne sont pas toujours là-dedans. La sortie de traitement, ça dépend comment ils ressortent. Des fois, ils sont un peu quand même en vrac, mais il ne faut pas tarder. Et puis, dans la phase de surveillance, malheureusement, c'est souvent là que ça arrive. Des fois, c'est tard, parce que l'amélioration des symptômes, elle sera d'autant plus grande et la détresse d'autant mieux gérée qu'on va l'avoir pris en charge précocement. Ce n'est pas que dans les troubles érectiles, plus on prend en charge ces troubles tôt, mieux on est. Comment on l'aborde le plus simplement possible? On n'est pas obligé de leur parler de leurs troubles orgasmiques d'entrée, etc. Pour tout soignant, ça peut être des mots que nous, on a revus dans nos questionnaires. Avant, on demandait la sexualité, etc. Dire sexualité, pour certains soignants, c'est encore un mot pornographique. Donc, on est revenu dans des questionnaires plus doux, on va dire, où on a parlé de comment ça va dans l'intimité, etc. Et les malades, quand il y a un problème, ils vont se saisir de mots très simples. Il y a des outils de dépistage très automatisés. Bon, ça existe, on les utilise, mais finalement, le malade peut se saisir de la question de la sexualité à toute étape et en dehors de tout outil. On laisse traîner volontiers des flyers partout parce que ça permet de ramener l'information à la maison et de le relire tout seul dans son intimité. C'est souvent assez utile et on leur laisse des numéros de téléphone pour prendre rendez-vous. On prend en charge le patient et le couple, bien sûr, s'ils le souhaitent. Et la santé sexuelle doit être systématiquement questionnée pour les cancers pelviens. Juste, je finirai sur comment on les prend en charge, en tout cas aujourd'hui sur le centre de Montpellier. On a mis en place une prise en charge multidisciplinaire avec de nombreux médecins, des psychologues, des kinés, et on essaye d'essayer de prendre en charge, on va dire, le malade dans sa globalité, de faire comme dans le parcours et de tourner autour de lui, en prenant à la fois la toxicité psychologique, la détresse que donne cette altération de la sexualité, cette souffrance, aussi les symptômes organiques, parce que pour certains, on a des outils pour essayer d'améliorer les choses et globalement, on va essayer de prendre en charge à la demande le patient quand il est en souffrance et aussi respecter le fait de peut-être pas prendre en charge certains patients s'ils n'en expriment pas le désir. Donc, certes, on a des outils, mais avant tout, je pense que ce qui prime, c'est quand même l'écoute et l'écoute de la demande du patient. Donc,
pour chaque symptôme, c'est la réponse médicale du soignant, un symptôme, un traitement. Bon, il ne faut pas l'oublier, mais c'est clairement pas suffisant et il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire comme traitement. Alors, dans les cancers pelviens, bien sûr, chez les hommes, c'est peut-être eux qui sont pris en charge depuis le plus longtemps. On va proposer très rapidement et très facilement des médicaments, des IPDE5, le Viagra et tous ses petits frères pour l'érection, et rapidement aller jusqu'à l'injection intracaverneuse si ça ne suffit pas. Ce sont des prescriptions très encadrées, mais je pense qu'Éric en parlera beaucoup mieux que moi après. Pour les femmes, quand on pense qu'il va y avoir une souffrance vaginale, on va très tôt, en fait, dans chacun, il faut arriver tôt, proposer des dilatateurs vaginaux pour pas que le vagin se referme, se raccourcisse, prescrire des crèmes. C'est pour limiter les symptômes. C'est aussi une façon d'encourager ces femmes à revenir dans cette zone qui est souvent devenue vite un tabou, une zone de souffrance, une zone de cancer, une zone qui a trahi. Et en fait, c'est une question de se réapproprier ce corps à cet endroit-là, même si finalement, des fois, elles sont célibataires, elles disent non, merci, j'en veux pas. Et finalement, ces traitements, c'est aussi une façon de maintenir la sexualité comme un projet présent et futur possible. La photobiomodulation est très en vogue, et le laser vaginal, certes, ce sont des petits outils thérapeutiques. Il faut bien se rendre compte que ça, tout seul, ce n'est pas la prescription magique et il va falloir accompagner tout le reste. Quand on est dans les cancers pelviens et surtout quand on a des stomies, colostomies, utérostomies, bricaires, tous les gens qui sont passés par des poches transitoires, on fait intervenir dans notre consultation de sexo les stomathérapeutes pour les aider et puis aussi pour leur donner des conseils qui semblent essentiels pour permettre une sexualité avec des mini-poches, leur dire de vider la poche avant les rapports, si on peut, de faire des irrigations et de ne plus avoir de poche avec des pansements. Et on leur donne même des catalogues de lingerie un petit peu plus jolis que la poche comme ça, parce que ça reste quand même un élément extrêmement défavorable pour le retour à la sexualité. Et on a des dessous pour les hommes aussi, ils ne sont pas en dentelle. Du coup, globalement, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que quand on a ces patients après avec leur souffrance sur leur sexualité, on essaye aujourd'hui d'éviter de morceler les symptômes comme on a pu le faire avant. Le patient qui a des troubles érectiles, on l'envoie chez l'urologue. La femme qui a des trucs, qui a des dyspareunies, on l'envoie chez le gynéco qui la prend en charge ou pas. Et puis tout ça, etc. Ça, je pense que c'est mieux que rien, mais c'est vrai que ça ne va pas aider obligatoirement le patient à se reconstruire une sexualité. Et je pense qu'il faut vraiment une consultation dédiée avec des gens qui vont essayer d'entendre tous ces symptômes, de proposer dans notre caisse à outils pour chaque symptôme ce qu'on peut lui apporter, mais surtout écouter la plainte et aussi après discuter et savoir ce qu'attend le patient. Ce n'est pas parce qu'il y a une dyspareunie, un rétrécissement vaginal qu'il faut absolument, on va dire, pousser la patiente avec ses dilatateurs, ses machins, etc. Parce qu'il y a beaucoup de patients qui vont venir à ces consultations de santé sexuelle, qui vont écouter ce qu'on peut leur proposer et qui vont s'en tenir là et qui vont dire que finalement, ils avaient juste besoin d'informations et qu'ils y réfléchiront et qui peut-être n'y reviendront pas. Et par exemple, je pense beaucoup aux femmes qui ont des cancers pelviens irradiés après curie ou après canal anal. Des fois, cette prescription aujourd'hui qu'on a de manière extrêmement bienveillante et un peu invasive de leur proposer des soins, du laser, des dilatateurs, des crèmes, etc. Mais quand on les questionne parfois, elles ne l'ont pas fait. Et elles ne l'ont pas fait parce que finalement, cet arrêt de la sexualité, il les arrange. C'est un deuil accepté d'une sexualité qui a toujours été peut-être pas très heureuse et qui fait que la toxicité, elle l'accepte et elle s'arrête là. Donc, il faut vraiment, pour chaque malade, savoir ce qu'elle souhaite ou ce qu'il souhaite et lui proposer une prise en charge. On peut avoir un symptôme qui est franc, qui est évident, un arrêt de l'érection, une symphyse vaginale, néanmoins sans plainte et pour lesquels on ne va rien proposer. Donc, pour conclure, je pense qu'il faut vraiment chez ces patients et ces patientes avoir une écoute globale et personnalisée dans un contrat thérapeutique très bienveillant qui répond à leurs attentes. Cette sexualité, dans le cancer pelvien comme dans tous les autres, elle n'est pas normative. On peut aussi les accompagner chez les femmes vers des sexualités non pénétrantes, vers d'autres façons d'aborder leur corps. Et bien sûr, il n'y a aucune obligation à reprendre une sexualité. Et parfois, ces consultes peuvent être juste un accompagnement d'un deuil qui est
des fois incontournable parce que les séquelles sont extrêmement lourdes et on ne pourra pas reprendre, en tout cas, la sexualité antérieure. Et les accompagner en ça, c'est aussi un acte de soin. Je vous remercie. Merci Claire. Il nous reste 3 minutes pour des questions. On n'a pas eu de questions, je crois, sur le chat. Alors moi, donc là, la réunion elle était prévue de 13 à 14, donc je pense que vous avez tous des obligations après 14 heures. Ce que je propose au réseau Onco-Occitanie, c'est de reprogrammer un autre webinaire pour poursuivre cette thématique de l'oncosexologie. Donc moi, je suis complètement d'accord pour traiter le cancer de la prostate et d'autres, éventuellement d'autres problématiques avec les collègues. Il y a des problématiques intéressantes comme l'ORL, comme les patients jeunes. Voilà, parce que là, je crois que c'est un peu difficile de vouloir faire passer même des messages essentiels en 2 minutes. Mais c'était vraiment, je pense, très important et les messages qui ont été donnés sont vraiment des messages qui sont bien sûr valables pour de nombreuses localisations. Et bon, évidemment, le cancer de la prostate, qui est un cancer pelvien, répondait vraiment tout à fait à ce qu'a présenté Claire. Josiane, Claire, je vous laisse du coup le mot de la fin aussi pour conclure. Donc, je vais prendre la parole. Donc, je trouvais que nos 2 interventions sont très complémentaires avec Claire sur les pathologies de la femme, hein, ce que l'on rencontre la plupart du temps, avec les mêmes difficultés de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être entendu sur les problématiques. Et que, in fine, on se rend compte que cette prise en charge oncosexologique mériterait une consultation dédiée, effectivement, pour savoir que la sexualité s'inscrit vraiment dans une qualité de vie dont on parle, hein, dans l'après-cancer, on va revenir dans une qualité de vie, et de faire ce travail d'autorisation à soi-même et dans sa vie, de pouvoir réinscrire la sexualité après une maladie comme celle-ci, quel que soit l'organe touché. Voilà, oui, je suis d'accord. Oui, moi je suis d'accord. Hein. C'est dans cette optique-là que nous on vient d'ouvrir une consultation. On a eu beaucoup de chance. Voilà, la direction nous a accompagnés. On a mis en place une consultation dédiée avec 4 médecins sur des vacations qui tournent, un gynéco, urologue, médecin, kiné, psychologue, etc. Et je pense en effet que les patients y ont tout bénéfice parce qu'il y a beaucoup de plaintes et elles sont multiples et chaque patient a sa problématique différente plus qu'un symptôme unique. Et en fait, moi, je vois indifféremment des hommes et des femmes, par exemple pour les cancers rectaux, etc. Et il n'y a aucun militantisme dedans, mais c'est vrai que très souvent, la sexualité a été questionnée auprès des hommes. Et aujourd'hui, on commence à l'évoquer auprès des femmes, mais c'est sûr qu'on a un petit temps de retard et que du coup, ces patientes, elles ont quand même beaucoup de souffrances et beaucoup de plaintes. Et c'est juste, et même si des fois, finalement, ça amènera un deuil de la sexualité pour beaucoup d'entre elles, je pense que le soin est aussi l'accompagnement de cela. Alors, moi, j'en suis convaincue, hein, étant toute seule à l'Institut, ce que j'ai mis en place, c'est des parcours systématiques. Donc, toutes les patientes qui vont avoir une curithérapie endovaginale, je les vois. Ensuite, d'autres pathologies, les cancers de la vulve aussi, hein, dans le cadre de la multidée. Donc, on provoque un petit peu ça. Et en même temps, ça permet aux médecins qui ont peu de temps, qui ont peu de compléments d'information par rapport à ce type de prise en charge, se donnent l'autorisation d'en parler en fait. Hein. Ça leur permet justement d'aiguiller les patients et d'ouvrir un petit peu le cadre de cette prise en charge. Et quand on parlait de prise en charge globale, d'aller dans l'histoire de la personne et tout ça, c'est quand même une grosse avancée par rapport à ça. Et on donne un bon coup de main, je pense, aux équipes médicales et bien sûr aux patients.
On avance. Ouais, tout était à faire. On a de la marge. Oui. C'est bien. En même temps, c'est bien, mais ça avance vite. À partir du moment où on se donne l'autorisation de le faire, on a vraiment un large panel de choses à faire et c'est vraiment que du bénéfice pour les patients. Tout à fait. Les patients sont un peu en avance sur nous. Je vous remercie, mesdames. Merci. Du coup, donc le professeur Huyghe a dû nous quitter. Donc, merci beaucoup, Madame Lemanski, Madame Ménard, pour ces interventions. N'oubliez pas, pour les participants qui sont encore connectés, de répondre à notre questionnaire de satisfaction pour reprogrammer effectivement une prochaine session sur le thème de l'oncosexualité. Vous trouverez donc ce lien dans le chat que Margot a envoyé à l'instant. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine session des Jeudis d'Onco-Occitanie qui se tiendra un jeudi, le 29 septembre, toujours en webinaire de 13h à 14h. Et la thématique qui sera abordée sera le support social. Et je vous souhaite un très bon appétit à tous pour ceux qui n'ont pas à déjeuner et une bonne après-midi aux autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.